Ces robots peupleront le monde de vos enfants, qui n'aura rien à voir avec notre monde actuel. Je vous passe la vidéo et on la commente après. Je remercie l'abonné qui m'a transmis la vidéo de ce robot parce que c'est vraiment une nouvelle percée. Donc vous avez vu la vitesse avec laquelle il enchaîne le rangement. En fait, il sort et il range les gobelets. Et si vous regardez donc sur le compteur, ça prend ça me prend moins de 3 secondes. Et là, on est dans donc ils mettent bien pas de téléopération. C'est écrit sur le côté. Là, on passe l'image au ralenti. Donc c'est vraiment de l'apprentissage profond, renforcé avec un réseau de neurones et des essais-erreurs. Là, ça ressemble à ce qu'on a vu avec Figure One, où en fait, il y a une sorte de chat GPT qui permet donc d'interagir et de donner des références sur ce qu'il voit. Donc là, voilà, il identifie les objets, etc. Et après, une fois qu'il va lui donner une instruction, c'est l'opérateur qui parle avec lui, le robot va exécuter toujours avec cet apprentissage profond renforcé, c'est-à-dire il va savoir que pour ranger dans un meuble à tiroir tel objet, il faut ouvrir le tiroir, etc. Donc ça, c'est des pratiques qu'il a enregistrées des millions de fois, notamment sur les logiciels qu'on avait vus Omniverse de Nvidia, qui lui a permis donc de s'entraîner et après il arrive à avoir une dextérité. On a l'impression que c'est un humain qui aurait des pinces, quoi, puisque là en fait on remarque qu'il n'a pas de doigts, juste 2 pinces. Donc là on remarque qu'il y a des séquences coupées, on ne nous montre pas tout, c'est-à-dire qu'on nous montre le moment où il a déjà saisi les 2 points sur le t-shirt, parce qu'à mon avis d'autres fois il a saisi les mauvais points et ça donnait pas forcément ce résultat. Mais en tout cas, là par exemple c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de réparer un tabouret en donnant des petits coups de marteau. Donc ça, c'est une nouveauté qui nous vient de Chine, qui s'appelle donc Astribot S1. Donc la société s'appelle Astribot. C'est leur première vidéo sortie il y a 2 jours. Là encore, c'est balbutiant. Vous voyez, il n'a pas visé du premier coup les endroits où il y avait les poussières à récupérer. Donc voilà, c'est pas encore parfait. Là, en fait, il fait que mimer. C'est pas téléopéré non plus. Il mime en regardant là.
Donc il précise bien que c'est pas téléopéré, c'est-à-dire que c'est pas l'opérateur qui aurait des capteurs sur lui. Il n'a pas de jambes, il n'a pas à gérer la bipédie. Donc cette société a focusé en fait tout le développement concentré uniquement sur ses 2 bras et tout ce qu'il peut faire avec. Et ainsi que donc ta partie vision sur la tête. Ubitech qui nous revient avec une main, un robot qui répare sa main. Et vous avez remarqué, je vous repasse. Donc la main est complètement fonctionnelle une fois qu'elle est pluguée et on a l'impression que c'est un genre de MagSafe géant, c'est-à-dire un port de MacBook qui lui permet en fait de se plugger la main. Dites-moi en commentaire si vous avez vu des films de science-fiction qui faisait état de robots comme ça qui s'auto-réparaient. J'ai pas retrouvé un truc qui m'a percuté en tête immédiatement. Donc là, en fait, l'opérateur lui parle en mandarin. Donc encore une fois, c'est un scénario à la Figure One, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le chatbot qui permet d'agir. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fonctionnel, mais il faut comprendre que les actions qu'on lui demande d'opérer, elles sont pas au hasard. C'est pas tiens, soulève la table d'un coup ou tiens, mets-toi à danser sur un pied. Le dialogue, il est orienté vers des actions dont il y a eu un apprentissage profond renforcé avant, comme là, plier le linge. Il faut bien comprendre ça. Si on avait d'ores et déjà des robots vraiment à tout faire, on aurait atteint quasiment le summum de ce qu'on peut atteindre en robotique, en AGI, c'est-à-dire en intelligence quasiment humaine, c'est-à-dire avoir une compréhension complète du monde et du bon sens. C'est pas le cas aujourd'hui, tout est fait selon des choses préétablies. C'est pas la séquence avec laquelle le robot saisit les interrupteurs, là en l'occurrence, n'est pas préenregistré, c'est pas avance ton bras de tant de degrés, tourne ta main, descends ton bras, c'est pas ça les instructions. C'est de l'essai-erreur, c'est-à-dire qu'on lui a dit les interrupteurs vont dans un bac jaune et les autres dans un bac gris, et on lui a positionné les bacs et les interrupteurs à plein d'endroits différents, et par des millions d'apprentissages successifs, à chaque fois en faisant beaucoup d'erreurs, il a fini par comprendre que ce qui permettait d'aller le mieux, c'était cette façon de faire. Et ça, c'est enregistré dans un réseau profond de neurones. On pourra détailler cette partie-là dans une future vidéo. En tout cas, pour l'instant, tous les compétiteurs, tous ceux qui font de la robotique humanoïde en sont à ce stade-là. On enchaîne avec ce robot Reflex Robotique qui nous vient des États-Unis. Et là, c'est assez étonnant parce qu'il a vraiment ce côté où on s'apparente à lui. Nous, en tant qu'humains, on se dit « Oh, tiens, il y a un espèce de robot qui n'est pas un humain, hein, mais qui pourrait être une sorte de compagnon qu'on comprend bien parce qu'il a ses bras, il a ce buste, mini buste et cette caméra. Pourtant, il a rien d'autre, c'est-à-dire que c'est juste des bras, c'est très très resserré. Il y a juste cette colonne. D'entrée de jeu, en voyant baisser sur la colonne, j'ai pensé à cet illusionniste. Ça donne un peu cette impression en fait parce qu'il descend sur sa propre colonne vertébrale. Donc ce robot a des applications multiples, je vous remontre. Là, vous le voyez, donc avec toutes les roues complètes en bas à gauche. Donc le système sur roue, on voit bien les roues. Il n'y a pas toute la complexité à gérer qu'on aurait sur la marche humaine. La marche humaine est quand même une certaine complexité pour un robot humanoïde, même si maintenant la plupart quand même ont réussi à passer ce cap. Je rappelle que le seul qui court c'est 15 km/h maximum, donc on n'a pas encore des robots qui font des sprints incroyables. On part en Israël avec ce premier robot israélien, en tout cas c'est le premier robot humanoïde qui fait quand même parler de lui. On imagine bien qu'en Israël, il existe déjà des robots humanoïdes, mais celui-là, c'est le premier qui a quand même vraiment une certaine allure, une certaine stature, même si la façon avec laquelle il marche, on dirait un peu un scaphandrier au fond de l'eau, on n'est pas encore sur quelque chose d'extrêmement souple, d'extrêmement flexible, comme on peut le voir déjà sur d'autres robots. S'ajoute à cela son aspect très mécano, mais là encore, hein, personne n'a donné de règle du jeu, personne n'a dit un robot ça doit être comme ça. Là on va le voir porter des packs d'eau. Donc ce qui est intéressant c'est de voir qu'il se déséquilibre pas, il tombe pas en avant, hein, il a réussi quand même la mission. Par contre effectivement on aurait plus apprécié qu'il le fasse sur le côté comme le ferait je dirais tout à chacun, c'est-à-dire là il a une façon un peu empotée de porter le pack d'eau. Je rappelle qu'un pack d'eau c'est quand même 9 kg à porter. Donc ces robots qui pèsent dans les 50-60 kg, c'est pas anodin de porter ce poids-là. Toujours ce robot donc qui s'appelle Mentibot. Et ce qui est intéressant, c'est de le voir à côté de cette opératrice
avec laquelle, pour la première fois sur une vidéo, on voit une vraie interaction entre ce robot qui a quasi pas de tête, ou en tout cas une tête très écrasée, et malgré tout, on arrive tout à fait à se... Il n'est pas du tout dans la vallée des tranches, parce qu'il ressemble aucunement à un humain trait pour trait, mais on arrive facilement à l'imaginer comme un compagnon, quand on voit cette action, cette interaction entre la jeune femme et ce robot qui s'échange des objets. Elle qui le regarde, lui pour l'instant, bon, il tourne pas la tête, mais bon, voilà, il fait des actions avec elle. C'est pas quelque chose qu'on a eu l'occasion de beaucoup voir jusqu'à présent en robotique humanoïde. Ce côté très interactif. Chaque fois, on voyait plutôt des robots humanoïdes dans un contexte où ils étaient isolés, ils faisaient leur propre action. Et là, on voit donc ces images sont quand même intéressantes, ça préfigure le futur. On s'imagine bien avec un compagnon comme ça, qu'on aurait même à la maison plus tard, ou en tout cas dans les milieux professionnels pour commencer, à vous aider sur toutes les tâches. Le message d'Elon Musk, c'est les robots humanoïdes vont remplacer les tâches et les travaux laborieux. Un peu plus flippant, et ça n'est pas sans rappeler Black Mirror, la série donc dystopique avec un épisode où on a bien des robots chiens. Je vous avais déjà montré un robot chien, donc là c'est celui de chez Unitree, toujours ce fabricant extrêmement réputé maintenant, même si pour l'instant ces produits ne courent pas les rues. Sur internet en tout cas, ça c'est largement présent. Donc là c'est un de leurs robots quadrupèdes. Et le spectacle est quand même magnifique. Alors ils disent que c'est pour faire les effets spéciaux de cinéma. Bon, on imagine clairement qu'on peut mettre une mitraillette, tout ce qu'on veut, et déjà un lance-flamme, ça fait quand même des dégâts. Sachant qu'il y avait déjà des internautes qui avaient surmonté un robot chien d'une mitraillette. Là, le travail a été encore mieux intégré. Et on peut imaginer que s'ils veulent vraiment faire des robots de combat, ça soit intégré quasiment dans le châssis. Moi, je dis une chose que je fais remarquer, c'est que je préférerais, s'il doit y avoir des guerres, et malheureusement ça semble être le cas, personne ne souhaite ça, mais s'il devait y en avoir, ou s'il doit y en avoir, que ces guerres se fassent entre robots quadrupèdes et à la meilleure équipe de développer les meilleurs robots en essayant de faire zéro perte humaine. Je sais que c'est très utopique, mais bon, je donne mon avis. Toujours les robots dog, et là ce sont des lancers de robots de chez Deep Robotics. Deep Robotics, j'en avais déjà parlé une fois, ils avaient déjà un robot très étonnant et très agile qui était vraiment en voie d'être en compétition avec le leader chinois pour l'instant qui est Unitree. Même si Boston Dynamics Spot fait pas mal de pubs, ils sont quand même moins actifs que Unitree. Et là, on a encore un challenger, donc Deep Robotics, où sur cette vidéo, il nous montre comment il retombe tout le temps sur ses pattes, quel que soit le lancer. Donc, encore une capacité de plus qui est développée sur les robots quadrupèdes. On arrive chez Sanctuary avec cette vidéo qui n'apprend rien de particulier, si ce n'est montrer le détail en haute définition. Et c'est ça qui est magnifique, c'est ce détail d'ingénierie qu'ils ont mis. Donc sur ce robot, ils annoncent que c'est une nouvelle version avec des sensors sur les doigts qui ont été améliorés, une meilleure vision, etc. C'est un des robots humanoïdes qui existe déjà depuis quelques années et qui est toujours en développement. Et là, clairement, voilà, génération 7. Donc très intéressant de voir les progrès. Et je vous refais un petit zoom là sur la main. Là, quand vous voyez la précision, vous imaginez déjà, on voit le nombre de vis sur chaque phalange de doigt. Vous avez déjà, juste sur le couvercle externe de la petite cache plastique, 4 vis. Mais il y a encore tout le mécanisme à l'intérieur. Donc, et ça multiplié par le nombre de phalanges, multiplié par le nombre de doigts et multiplié par le nombre de mains. Donc on voit quand même que ces robots, ils sont pas faits avec un minimum de choses. D'ailleurs, ça serait intéressant de comparer. Pour l'instant, on a très peu de communication, mais si certains d'entre vous ont l'information, combien de pièces détachées composent un robot humanoïde? Parce que dans le milieu de l'automobile, ce sont des chiffres qu'on connaît. Dans le milieu des sous-marins, dans le milieu de l'aéronautique, on sait exactement le chiffre près. C'est souvent en centaines de milliers, voire en millions de pièces sur les plus grandes constructions humaines, donc d'objets mouvants. Mais sur la robotique, pour l'instant, on a très très peu d'informations. Ça ne vous a pas échappé, Dubaï a été complètement sous l'eau. Et donc j'ai retrouvé ce véhicule produit entre 2003 et 2004. Donc il a eu un avenir absolument néant. C'est-à-dire qu'il est resté 2 ans commercialisé
Pourtant, c'est une vraie voiture qui fait 160 km/h. Donc évidemment, c'est un clin d'œil parce qu'un véhicule amphibie, à mon avis, ne pourrait pas solutionner les inondations, étant donné que les gens se font surprendre, les voitures sont coincées de partout, il y a des débris sur la route, donc il suffit pas juste d'un véhicule flottant pour s'en sortir. Mais en tout cas, c'est intéressant que l'ingénierie humaine ait produit ce genre de choses, parce que moi, j'avais jamais vu d'autres véhicules amphibies que des choses qui ressemblent à un bateau avec 4 roues. Et là, quand même, ils avaient fait quelque chose de vraiment surprenant. Malheureusement, comme on peut l'imaginer, il y a un marché qui est tellement minuscule que la production s'est arrêtée après 2 ans. Donc là, on a quand même des heureux propriétaires qui apparemment sont ravis. Voiture amphibie, c'est justement qu'elle rentre et sort tous ses essieux. Les roues, en fait, rentrent à l'intérieur. Et sortent au moment où on repasse sur la route. On peut voir le mécanisme ici, en action. Donc une bonne ingénierie. Et ce fabricant qui n'en est pas à son coup d'essai a également tenté de faire un jet ski sur base de moto. Donc la partie moto, encore une fois, elle a l'air absolument très confortable. Par contre, j'ai compris que la partie jet ski, elle était quand même beaucoup moins puissante qu'un vrai jet ski. Malgré tout, vu la souplesse, aucune nécessité d'avoir une remorque. Donc vraiment un usage facile. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient pu être séduites. Encore une fois, ça n'a pas trouvé de marché, donc cet objet n'est plus en vente. Il a été vendu, je crois, à partir de 2016 et est déjà arrêté. Vous noterez que les roues se rétractent. Les roues se rétractent, alors on va voir la sortie. Donc là, vous voyez les roues se redescendent et il se remet en mode moto. Et ce qui est intéressant, c'est que même s'il est quand même très large, il arrive quand même bien à s'incliner en virage. Donc une innovation qui peut-être fera des petits dans le futur. C'était peut-être un produit qui était trop en avance. Voilà, là on le voit bien en inclinaison en virage. Et là donc vous avez le tour complet. Donc on voit bien quand même que c'est un produit qui a réellement existé et qui était voué à être produit, s'il avait pu rencontrer un vrai marché, ce qui a malheureusement pas été le cas. Si je vous dis robot valet pour garer votre voiture, vous allez imaginer un robot humanoïde qui va prendre le volant dans votre voiture. Eh ben c'est pas du tout ça, et c'est un robot miniaturisé au possible. Voici le robot valet qui s'occupe d'aller garer votre voiture. Donc en fait, il se glisse sous le châssis, il sort donc ces 4 petits bras de chaque côté de la voiture pour surmonter donc les 4 roues. Et puis bon bah il vous parque. Donc la batterie est intégrée, il est mu par une intelligence artificielle. C'est quand même une excellente invention. Alors là encore, c'est chinois. À ma connaissance, il n'y a pas d'innovation de ce genre en France. Mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant et satisfaisant à regarder parce qu'on voit que le parking est vraiment extrêmement précis et il quitte après le stationnement d'une manière extrêmement simple, vous voyez. Lors de ma dernière vidéo sur le nouveau robot Atlas 100% électrique, vous avez été nombreux à réagir à cette séquence où le robot se retourne complètement, mais sans faire un demi-tour humain classique en retournant tous ses membres un par un. Et j'ai retrouvé la séquence à laquelle vous aviez pensé, c'est la scène de combat entre le T800 et le T1000 dans Terminator 2. Et c'est absolument incroyable parce qu'en fait, le robot a ce même geste. Vous allez le voir, il va être balancé contre le mur et paf, il se retourne. Et l'autre chose à laquelle tout le monde a pensé, c'était effectivement le visage en forme de lampe qui rappelait l'icône Pixar. Je reviens du coup sur le désormais retraité, l'ancien robot Atlas, ce qui était donc le modèle hydraulique. Il faut savoir que Boston Dynamics avait très très peu communiqué sur le fait que ce robot était donc hydraulique. Et là, cette fois, ils nous ont balancé d'un seul coup toutes les images, sorte de bêtisier en fait de toutes les chutes de ce robot Atlas. Alors vous voyez, Atlas mesure environ 1m50 et vous aviez donc son grand frère qui est donc Petman, qui est le robot qui avait donc été développé au début par Boston Dynamics, donc beaucoup plus grand, qui devait environ faire 2 mètres, au même titre que toutes les grosses machines quadrupèdes que vous voyez, qui étaient les premiers développements chez Boston Dynamics, des énormes corps dans lesquels à l'époque il y avait un moteur à essence qui tournait et qui permettait de recharger la dynamo électrique. Et donc le robot Atlas, là vous allez voir, il y a eu de nombreuses chutes,
Et surtout, il était extrêmement fragile, puisque dès qu'il tombait, en fait, la plupart du temps, il se mettait à y avoir une fuite sur le système hydraulique. Vous aviez donc une pompe qui s'occupait de gérer l'hydraulique, et c'est pour ça que ça lui faisait un énorme sac à dos. Là, vous voyez les jets à chaque fois de liquide qui partent. Et j'arrive sur ce robot abeille qui a été fait par la société Festo, donc par une équipe d'ingénieurs et de chercheurs chez eux, où ils ont travaillé, comme vous le voyez, à la réduction du poids, avec à chaque fois un squelette réimprimé en 3D de plus en plus léger, jusqu'à atteindre le chiffre de 3 grammes. Après, ils l'ont équipé donc d'ailes qui battent. Alors, c'est pas la première fois qu'on a des imitations, y compris d'insectes, mais celui-là est le plus proche de ce qu'on a en termes d'abeilles. Vous allez voir le battement d'ailes et la mécanique, la précision. On voit vraiment qu'il y a eu un vrai travail. Alors pour l'instant, on imagine qu'elle n'a pas l'air de voler encore extrêmement bien parce qu'on la voit sur des plans vraiment coupés. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est que le lendemain du post de cette vidéo, elle a été supprimée. Alors que cette société Festo, en fait, elle s'amuse justement depuis longtemps à faire des prototypes d'oiseaux, d'animaux sous forme robotique, juste pour faire de la recherche. Je pense que l'intérêt que moi je vois, c'est de faire rêver les futures générations parce que ça peut donner plein d'idées, déclencher plein d'idées. En tout cas, c'est des robots qui sont pas du tout commercialisés, mais ça leur fait également de la publicité puisque automatiquement on parle d'eux. Et là, étonnamment, cette vidéo comparée à toutes les autres où on peut voir des oiseaux, là, celle-là a été supprimée. Elle n'est plus du tout sur Internet nulle part. Il n'y a que, parce que j'en ai fait une copie heureusement, on peut la lire aujourd'hui. Et donc vous voyez, cette société Festo, elle produit en fait des systèmes d'automatisation, donc notamment des vérins, elle fait pas quelque chose de très sexy pour le grand public. Donc le fait de communiquer sur ce genre de recherche et de développement, je pense que c'est excellent pour son image. Et je finis la vidéo avec mon tableau donc de tous les robots humanoïdes qui sont en vue en ce moment, et je fais remarquer que Atlas Hydraulique a été mis en retraite, et on a le nouvel arrivant d'Israël, Mentibot, mais il faut encore que j'ajoute les autres robots qui eux sont pas vraiment humanoïdes parce que comme je vous les ai montré, ils ont pas encore de bipédie, mais en tout cas ils ont une manipulation gestuelle qui est incroyable. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous dis à la prochaine pour surfer sur les news robotiques. Ciao!